Ici, c'est pas possible, parce que les parties qui sont la matière ne sont pas unies de par elles-mêmes à la forme. Puisqu'elles sont volontaires et libres, il faut un principe. Et ce principe, c'est l'autorité. Alors, on peut l'appeler le prince, on peut l'appeler l'État, ça peut être une personne, ça peut être une collectivité de personnes, peu importe, mais c'est une autorité. Disons, l'étude philosophique de la société nous fait dégager ces trois principes, qui correspondent à différentes et à une multitude de réalités historiques. Un prince, un roi, un collège de conseillers, ce que vous voudrez. Et alors, cette forme des partis, qu'est-ce que c'est? C'est la Constitution, je veux dire, c'est l'ordre des partis. Donc l'ordre des communications, puisque nous sommes dans le domaine de l'action et de la communication dans l'action, donc c'est l'ordre des communications entre les partis. Les différentes parties communiquent entre elles par des liens, par des activités d'ordre, disons, moral ou économique. Eh bien, ce qui définit cet ordre entre les parties, c'est cela qui définit la cité. Donc, selon les différents ordres entre les communautés, donc selon les différentes communautés qui constituent une cité, eh bien, nous aurons différentes cités. Donc, il peut y avoir une cité, par exemple, qui change de nature, c'est une autre cité avec les mêmes composants, avec les mêmes personnes. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans l'histoire, une cité change de constitution, bien sûr, avec matériellement les mêmes personnes. Ah oui, ça peut être matériellement, mais la même cause efficiente. Mais formellement différent parce que l'exercice de cette autorité sera différent, étant donné qu'elle n'aura pas les mêmes pouvoirs dans un cas comme dans l'autre, vous voyez. Bon, supposez, par exemple, le cas d'une monarchie, qui se transforme en monarchie constitutionnelle, c'est le même roi, éventuellement, mais il n'a plus les mêmes pouvoirs, donc ce n'est plus la même cité. Autrement dit, on voit là la cité comme un être naturel, vous voyez, des êtres qui naissent à partir les uns des autres. Alors comment se produit la naissance de la cité? Je dirais c'est l'histoire qui nous l'apprend. Il y a donné au départ quelqu'un qui va être l'autorité, il y a des éléments qui vont être les communautés qui sont les parties de la cité, et puis, eh bien, il va y avoir cette réunion qui va constituer une cité. Là, il faut se garder d'avoir des a priori et des idées, je dirais des schémas abstraits. Les choses se réalisent comme elles se réalisent. Et la légitimité du pouvoir, elle vient d'où? Elle vient de la cité. Elle vient de la cité. Tout simplement, oui. Oui, alors il faut voir si les relations entre les communautés sont essentiellement les mêmes ou autres. De soi, le fait qu'une cité croisse, c'est-à-dire s'agrège d'autres communautés, parce qu'en fait c'est ça. La cité peut augmenter de manière purement matérielle en prenant possession d'un territoire désert. Ça c'est tout à fait matériel. Mais elle peut aussi croître par l'agrégation d'autres communautés. C'est possible. Alors si ça ne change pas les rapports essentiels, c'est la même cité. Si ça change les rapports essentiels, ce n'est plus la même cité. Par exemple, l'évolution de la France, c'est la même cité. Je veux dire, jusqu'à une certaine date. Je veux dire, le simple fait d'avoir agrégé les provinces n'a pas changé la nature de la cité. Que la France ait connu des événements qui ont changé la nature de la cité, c'est autre chose, bien sûr. Mais la simple agrégation d'autres communautés, prenez le cas de la Suisse qui a intégré d'autres cantons. Ça ne change pas essentiellement sa nature. C'est une augmentation matérielle. Donc il y a des transformations dans l'histoire qui peuvent être purement matérielles ou d'autres qui peuvent être formelles, donc changer la cité. Voilà. Et la légitimité du pouvoir, elle vient de la cité elle-même, elle vient de Dieu comme cause première, mais comme cause immédiate, elle vient de la cité. C'est une absurdité de dire que le pouvoir réside dans le peuple, pour la bonne raison que sans autorité, le peuple n'existe pas. Donc le peuple existe par le prince, et le prince existe par le peuple. Alors il n'y a pas de... C'est une causalité réciproque, il n'y a pas de légitimité dans l'un ou dans l'autre. La légitimité, elle vient de la cité, de l'existence même de la cité. Voilà. Alors reste à savoir si la structure de cette cité est bonne ou mauvaise. C'est-à-dire si elle convient vraiment vers un bien commun qui est légitime, ou si elle convient vers autre chose. Alors si nous devons, après, c'est finalement la conclusion ultime, nous demander, mais quelle structure donner à la cité? On reste encore dans le plan théorique, mais vous avez des partis qui sont réunis par une autorité, mais qu'est-ce qui va décider de la structure à donner à cette cité? Qu'est-ce qui va décider du pouvoir respectif
qu'auront les différentes communautés. Qu'est-ce qui va décider, en définitive, de celui qui va exercer le pouvoir, et s'il va être seul ou plusieurs? Bon. Alors, tout d'abord, oui, qu'est-ce qui va décider de cela? Qu'est-ce qui est le principe de l'inégalité, autrement dit? Qu'est-ce qui est le principe d'inégalité de ces communautés? Bon. Et on peut constater que chacune de ces communautés, bon, si elle est, on s'entend, communauté naturelle de celle dont j'ai parlé, n'est-ce pas, selon les trois états de contemplatif, actif, pratique, factif, disons ceux qui fabriquent, et selon les différentes communautés hiérarchiques, bon, on présuppose que toutes ces communautés sont bonnes, qu'elles ont une fin bonne, qui correspond à la nature de l'homme. Alors, qu'est-ce qui va répartir les pouvoirs entre elles? Qu'est-ce qui va leur donner les pouvoirs de décision? Qu'est-ce qui va les établir, autrement dit? Qu'est-ce qui va établir ces différentes communautés? Qu'est-ce qui va les légitimer? Qu'est-ce qui va définir la Constitution? Alors, on peut trouver dans chaque communauté et dans chacun des hommes qui dirigent, ou groupes d'hommes qui dirigent ces communautés, on peut trouver des motifs pour attribuer une certaine partie du pouvoir. Et d'ailleurs, dans chaque communauté, le problème se pose aussi. Alors, vous prenez une communauté communale, aussi une commune, donc les gens qui habitent à peu près au même endroit. Qu'est-ce qui va décider de la constitution de la commune? Qu'est-ce qui va décider de qui on met pour diriger, etc. Bon, le problème se pose. Et chaque famille peut éventuellement s'attribuer une légitimité à exercer un certain pouvoir, en disant bon, nous sommes les plus nombreux, ou bien nous sommes les plus intelligents, ou bien nous avons le plus de vertus, ils ont le plus de richesses, etc. Indépendamment des prétentions subjectives, il y a une réalité. Il y a une réalité. Vous avez tel groupe de personnes et telle personne qui a telle et telle qualité, qui est plus riche, ou bien plus intelligente, plus vertueuse, plus prudente, etc., etc. Bon, il y a des plus riches, et c'est important aussi la richesse, parce que le riche est apte à apporter des biens matériels, donc, et à gérer les biens matériels, et il a un certain pouvoir de fait, donc on peut avoir intérêt éventuellement à reconnaître cet état de fait. Difficile de lutter contre quelqu'un qui est puissant, il vaut peut-être mieux qu'il dirige, peut-être, enfin, dans une certaine mesure, disons, c'est une raison en tout cas. Celui, vous voyez, dans des situations d'insécurité publique, comme c'était le cas au moment de l'écroulement de l'Empire romain ou de l'écroulement de l'Empire carolingien. Bon, il est clair que celui qui a les moyens matériels d'assurer la défense, que celui qui a des moyens, je dirais, de qualité personnelle d'assurer la défense de la communauté, du point de vue militaire, celui-là peut présenter des raisons pour lesquelles il convient qu'il ait un certain pouvoir. Bon. Donc c'est tout ça qui est en ligne de compte. Mais alors comment comparer tout cela? Est-ce qu'on peut donner une règle universelle, une règle générale qui permette de tenir une conclusion et de dire, ben voilà, la forme de la société, c'est comme ça? Eh bien, c'est pas possible. Le problème, au plan spéculatif, est insoluble. Si on essaie de donner une raison, donner des arguments pour établir telle société, on n'en trouvera pas. C'est impossible. Nous sommes dans un domaine très concret, très empirique, et c'est pas possible. Le problème est insoluble. Le problème est insoluble spéculativement parlant. Impossible de donner un raisonnement. On peut donner des raisonnements, évidemment, pour... j'en donnerai, bien sûr, pour donner des arguments pour dire, bien oui, mais tel type de société a tel avantage, oui, mais il y a tel inconvénient, donc voilà. Bon, là on peut discuter. Et si on en reste au plan spéculatif, eh bien on pourra discuter pendant des jours, et des semaines et des années peut-être. Bon. Et pourtant le problème, il faut le résoudre. Il faut le résoudre pratiquement. Eh bien c'est ça. La solution, elle est là. Qu'est-ce qui convient pour que ça marche? C'est une solution pratique et empirique. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de raison de donner à telle partie, il n'y a pas de raison, je dirais, métaphysique, universelle, de donner tel type de gouvernement, et de donner ce gouvernement, étant présupposé qu'on choisisse un type de gouvernement, il n'y a pas de raison dogmatique, si j'ose dire, ou philosophique, spéculative, pour donner le gouvernement à telle personne ou à tel groupe. Chaque groupe a ses arguments pour défendre, pour estimer que le pouvoir doit lui être remis. Bon. Donc le problème est insoluble spéculativement. Il faut le résoudre pratiquement. Par contre, on peut dire de manière négative, ceux qui... Oui, c'est peut-être plus facile d'exclure les incapables
que de désigner celui qui est capable. D'accord. Bon, donc on peut éliminer des choses. Mais ça ne suffit pas pour répondre. C'est un des éléments de réponse. Bon, c'est sûr. Bah, si quelqu'un est illettré, par exemple, on comprend très bien qu'il est difficile qu'il exerce l'autorité. Bon. Mais, bon, ça, le problème est insoluble spéculativement, vous voyez. Mais il faut le résoudre pratiquement. Et bien, qu'est-ce qui va le résoudre? Eh bien, c'est les événements. C'est la situation concrète. Et puis c'est tout. Donc le meilleur gouvernement, eh bien, c'est celui qui convient à la communauté en question. Celui qui correspond à son histoire et aux capacités des gens. Alors il y a quand même quelques éléments à donner, quelques arguments qui peuvent permettre de choisir convenablement. Mais il faut bien comprendre que le problème ne se pose jamais de manière abstraite. Il ne s'agit pas d'une assemblée de philosophes qui disent « mais quel régime va-t-on choisir ?» C'est pas comme ça que le problème se pose. Il y a une situation concrète qui est donnée, comment peut-on s'en sortir? Qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Et puis les choses se mettent en place comme ça, c'est tout. Ce n'est pas une décision abstraite qui décide d'établir quelque chose. C'est une situation concrète. Bon, la fédération helvétique, c'est ça. Il faut se défendre contre les ennemis. Il faut profiter de certains avantages que nous avons pour garder nos indépendances réciproques. La chose qui semble la plus évidente, c'est de faire une fédération, et puis c'est comme ça que les choses se sont faites, et puis c'est tout. Enfin, c'est les délégués des 3 cantons plus primitifs qui décident de faire une alliance. Et puis cette alliance finit par se structurer et intégrer d'autres groupes, et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, dans d'autres cas, ce sera au contraire un personnage plus fort qui assume de fait l'autorité sur un certain territoire et qui finit par agréger d'autres territoires sous son autorité parce que c'est cela qui convient au bien commun, parce qu'il y a un certain bien commun et qu'il convient que certaines parties soient réintégrées dans ce bien commun. Alors, contre leur gré ou de leur plein gré, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Là aussi, s'il y a intégration d'une communauté dans un bien commun, on pourra considérer, il y a d'autres circonstances qui interviennent, mais c'est un argument pour dire que la situation est juste. Si au contraire il y a destruction d'une autre communauté, là nous sommes en présence évidemment d'une injustice. S'il y a suppression, destruction d'une communauté, bon par exemple une certaine population vit à côté, on en fait la conquête, et on détruit les institutions de cette population. Là effectivement il y a une injustice, on a détruit le bien. Mais si au contraire on intègre cette population avec son bien dans un bien commun, de ce point de vue-là en tout cas il n'y a pas d'injustice, dans la mesure où le bien particulier s'épanouit dans le bien commun. Alors pour permettre de choisir quand même et d'avoir des éléments de distinction, on peut quand même établir des classifications et voir les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Vous savez qu'on classe traditionnellement les régimes politiques en 3. La monarchie, gouvernement d'un seul. L'aristocratie, gouvernement d'une élite. La république, j'utilise ce mot faute de mieux, ou le régime constitutionnel, gouvernement des citoyens. 3 grandes classes, monarchie, aristocratie, république. Cette distinction est classique, mais il faut observer tout de suite que c'est une distinction, c'est une classification générale. Il faudrait mettre toutes les nuances après, et tous les intermédiaires possibles. Monarchie, oui, mais le monarque peut avoir un pouvoir plus ou moins étendu. Aristocratie, oui, mais l'aristocratie peut avoir un pouvoir plus ou moins étendu, qui exclut complètement le pouvoir des autres citoyens, ou qui prend en compte une partie du pouvoir des autres citoyens. Tout cela est très, très variable. Bon. Dans tous les cas, ce sont des politiques qui sont justes. Pourquoi justes? C'est au sens où elles visent le bien commun. Elles visent le bien commun de la cité. Même la monarchie, même l'aristocratie. Dans l'hypothèse où nous avons véritablement une monarchie, ou une aristocratie, ou une république, dans ces 3 cas, on vise le bien commun. Le but est véritablement le bien commun. Au contraire, vous avez des formes politiques qui sont mauvaises, où l'on ne vise pas le bien commun. Ce sont respectivement la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie. Tyrannie, oligarchie, démocratie. Eh bien, dans la tyrannie, on cherche le bien du tyran. C'est une caricature de monarchie. Ce n'est plus le bien commun, au service duquel se trouve le monarque, mais c'est le tyran qui prend tout le bien pour lui. Oligarchie, du grec oligon, qui veut dire peu, il y a un groupe qui confisque, si je veux dire, le bien commun, c'est-à-dire qui met la cité à son service. Oligarchie. Et enfin, démocratie, pour signifier qu'il y a un gouvernement, effectivement par la base, par les citoyens, mais qui ne vise pas le bien commun, qui vise des biens particuliers. Alors ces 3 régimes, tyrannie, oligarchie, démocratie, bon, évidemment sont mauvais parce qu'on ne vise pas le bien commun. Alors, le communisme, c'est une sorte
Alors tout dépend de quoi, mais le communisme tel qu'il s'est réalisé, c'est une sorte de tyrannie démocratique. Ça peut être une oligarchie, ça dépend. Alors ça dépend. Ça dépend des transformations de ce système. Je pense que sous Staline, on peut dire que c'est une tyrannie. Peut-être qu'on peut considérer qu'à la fin du régime communiste en Russie, c'était plutôt une oligarchie. Mais là aussi, vous avez des mélanges. Aristote voit en particulier ce problème de la tyrannie démocratique, oui. L'anarchie, en fait, ça peut... L'anarchie n'existe pas. En fait, l'anarchie, c'est un idéal, mais ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. L'anarchie, il n'y a pas de cité à ce moment-là. Ou alors la démocratie, ça se rapproche de l'anarchie. La démocratie peut être une forme d'anarchie, oui. Disons, ça peut, mais la démocratie suppose quand même une certaine cité, une certaine organisation sociale. Alors, essayons d'abord de traiter des bons gouvernements, des avantages et des inconvénients des uns et des autres. Bon, pour la monarchie, avantage de la monarchie. Avantage de la monarchie, bon, l'unité est mieux gardée par un seul que par plusieurs. Bon, nous voulons l'unité de la cité, mais il est plus convenable que le principe de l'unité soit vraiment physiquement un. Ça, c'est un avantage. Bon, autrement dit, ça évite toutes les divisions, normalement. Deuxième argument, tout régime naturel est de type monarchique. Tout régime naturel, c'est-à-dire ce qui vient, non pas de la fondation des hommes, mais de la nature elle-même, est de type monarchique. La famille est de type monarchique. Bon, c'est pas vraiment une monarchie, au sens strict, il y a quelques nuances à apporter, mais c'est de type monarchique. Et également, je dirais naturel, même dans l'histoire, ce qui naît au départ, la plupart du temps, sont quand même des monarchies. Oui. Par exemple, une ruche ou une fourmilière. Oui, ce serait difficile à voir, parce qu'il n'y a pas vraiment de politique, vous voyez. Tout est réglé par l'instinct, il n'y a pas de liberté. Donc c'est difficile, vous voyez, c'est centré sur la reine de la ruche, mais est-ce que la reine dirige vraiment? C'est pas le cas, oui. La reine ne fait que pondre. Oui, elle pond, c'est tout. Alors c'est pas tout à fait ce qu'il faut, quoi, comme argument. Bon. Comment? Les troupeaux, oui. Oui, dans les troupeaux, peut-être. Oui, les reines d'alpage. Oui, si l'on veut, d'une certaine manière. C'est vraiment une analogie. Bon. Autre argument, plus sérieux quand même, la loi ne peut pas juger de tous les cas particuliers, car ils sont infinis. Donc il y a des problèmes qui se posent. Eh bien, l'avantage de la monarchie, c'est que vous avez quelqu'un qui décide. Tandis que s'il n'y a pas de monarchie, alors les décisions sont plus difficiles à prendre, elles réclament des lois, des votations, etc., et ça va traîner les affaires. Bon. Inconvénient, le très grand nombre de ceux qui sont sans pouvoir. Bon, c'est un inconvénient, parce que les gens ne se sentent pas concernés s'ils n'ont aucun pouvoir de décision, donc ils sont moins dévoués pour la cité. Oui. C'est pas parce qu'il y a une monarchie qu'il n'y a pas de hiérarchie. Oui, mais alors dans ce cas, si vous tempérez la monarchie par une aristocratie, alors ça c'est autre chose. Mais on regarde l'argument pour la monarchie pure, vous voyez. Alors la monarchie en tant que telle, prise dans son essence pure, même si elle ne s'arrête pas, on voit les arguments. Et vous voyez, l'inconvénient, c'est que dans la mesure où le pouvoir est concentré dans les mains de quelqu'un, eh bien, ceux qui n'ont pas de pouvoir ne sont pas satisfaits. Deuxième argument, l'homme est soumis aux passions, pas la loi. Oui. La loi... Non, la loi... Quand on la vote, souvent... Oui, la vote, effectivement, mais une fois la loi étant déterminée, elle s'applique, et puis c'est tout. Bon, tandis que le monarque, lui, eh bien, évidemment, on ne sait pas ce qu'il peut, il peut se mettre en colère, je ne sais pas, il peut prendre une décision malencontreuse sur un coup de tête, bon, c'est un peu dangereux. Bon. Vous voyez, pour répondre à votre objection, c'est qu'en principe, plusieurs sont plus indifférents aux passions qu'un seul, normalement. Parce que plusieurs personnes peuvent avoir des passions, mais éventuellement des passions contraires, donc on peut compenser les choses, parce que les gens sont différents. Tandis qu'un seul, évidemment, il peut... Bon. Autre inconvénient, un seul homme ne peut pas tout savoir, ne peut pas tout voir. Donc ça, c'est des inconvénients qui vont contre la monarchie. Il semble que la monarchie convienne particulièrement si un homme excède les autres en vertu. Vertu au sens politique, s'entend bien sûr. Convient particulièrement si un homme excède les autres en vertu. Donc, autrement dit, si vous avez une grande masse de gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas vertueux, et au contraire une personne particulièrement excellente, ça semble tout à fait convenir. Voilà les avantages et les inconvénients pour la monarchie. L'aristocratie, avantages et inconvénients. Eh bien, dans ce cas-là, la distribution des pouvoirs est davantage selon une dignité en vertu. Une dignité en compétence, si vous préférez. Inconvénient, eh bien, là aussi, une grande masse qui est mise en dehors des pouvoirs. Donc cause de dissension. Et oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? C'est l'inconvénient, les passions, n'est-ce pas? La monarchie peut tourner en tyrannie. Mais bon, l'aristocratie peut tourner en oligarchie aussi. À partir du moment où celui qui a le pouvoir cherche son bien personnel au lieu de chercher le bien commun, vous avez la corruption du pouvoir. Donc la monarchie tourne en tyrannie, l'aristocratie tourne en oligarchie.
Et la République en dépend aussi, bien sûr. Donc ça, vous avez les mêmes inconvénients partout. Bon. Alors pour l'aristocratie, l'avantage, bon, c'est plus... Je veux dire, ça répartit davantage l'autorité. Vous avez les avantages de la monarchie en évitant certains inconvénients. Ça participe un peu des deux. La distribution des pouvoirs est peut-être plus proche des compétences. Bon, l'inconvénient, c'est aussi le fait qu'il y a un grand nombre qui est en dehors du pouvoir. Oui, il y a moins d'unité que la monarchie. Donc les inconvénients, vous retrouvez les avantages de la monarchie, vous les trouvez ici en inconvénients. Mais en plus, c'est pas ce qu'on peut préciser, bon, c'est le fait qu'il y a quand même une grande masse quand même qui demeure en dehors du pouvoir, ce qui évidemment cause de dissensions. Oui. Parce qu'en tant qu'une aristocratie... Là, nous voyons les choses de manière générale. Bon, sans rentrer dans trop de détails. Alors, ce qu'il faut dire, dans tous les cas, mais je peux le dire déjà, mais je vais en parler par la suite, que ce soit monarchie, aristocratie, république, de toute façon, la cité doit assumer les communautés. Donc, le roi, ou le monarque, si vous voulez, est certainement en référence à une certaine communauté. Les aristocrates sont forcément ceux qui sont en référence à certaines communautés. Reste à savoir lesquelles. Alors vous dites les pères de famille. Oui, ça vaut dans le cas de la commune. Hein. Bon, mais si vous voulez parler d'une cité plus grande, ça marche pas. Là, c'est plutôt de la démocratie à ce moment-là. Vous voyez, c'est plutôt de la République. On va en arriver là, de toute façon. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on présuppose que les communautés qui constituent la cité sont source de cette monarchie ou de cette aristocratie de toute façon. Parce que si vous avez une cité qui détruit les communautés, alors dans ce cas, vous avez un régime pervers. Et on retrouve alors la tyrannie et l'oligarchie, vous voyez. Mais effectivement, c'est un avantage, c'est qu'ils sont plus proches du peuple que le monarque, et par conséquent, l'unité sera plus facile. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont quand même pas le peuple, c'est pas tout le monde. Donc, évidemment, c'est moins propre. C'est un inconvénient de ce côté-là. Voilà. C'est dans l'abstraction que la monarchie est le meilleur gouvernement. Dans le concret, ça dépend. Bon. Ensuite, la République, eh bien, avantage, c'est la complémentarité des vertus. Complémentarité des vertus. Oui, Aristote dit que plusieurs non vertueux, pris simultanément, font quelque chose de vertueux. Parce que là où l'un défaille, l'autre possède. Voilà. Autrement dit, il y a complémentarité des compétences. Complémentarité des compétences. Alors l'inconvénient, c'est évidemment que si la multitude est vicieuse, eh bien le gouvernement est désastreux. Donc la République, ça convient à un peuple vertueux. Convient à un peuple qui dans l'ensemble est vertueux. Par contre, une multitude bestiale ne convient pas pour une république. Effectivement, si on est dans un pays où il n'y a pas de vertu, où les gens sont pauvres, du point de vue, quand on dit vertu, c'est vertu au sens politique, donc pas seulement la vertu morale, mais également les compétences. Bon, bien sûr, vous fonder une cité ou établir une constitution dans un pays où précisément les gens sont très pauvres au plan culturel, au plan civilisation, eh bien il faut une monarchie, effectivement. Tandis que si, au contraire, on est dans un niveau de civilisation, d'éducation assez élevé, la République semble davantage convenir. Voyez. C'est ça, si vraiment il se dégage, plus il se dégage une élite manifeste, et plus il convient qu'il y ait monarchie. Et le fait qu'il se dégage une élite manifeste, ça peut venir soit de la bassesse du peuple, soit au contraire du fait qu'il y a une élite qui est supérieure. Mais d'une manière générale, c'est le peuple vertueux qui fera qu'on peut faire une démocratie, qu'on peut faire une république, vous voyez, ou démocratie au sens traditionnel. Et quoi qu'il en soit, la république présuppose les communautés. Donc une véritable république, c'est une république dont le pouvoir est remis aux chefs des communautés subalternes, à proportion de leur responsabilité hiérarchique. Autrement dit, eh bien, prenez le cas de la commune. Bon, il convient qu'à ce niveau-là, eh bien, dirigent la commune les chefs de famille, comme vous le dites. Ce sont les chefs de famille, et on comprend très bien alors qu'une république soit comme une sorte de fédération des communautés, et que ce soit les chefs, les délégués de ces différentes communautés, selon leurs pouvoirs respectifs, qui soient en fait, qui aient le pouvoir de décision. Bon, ça peut être une sorte de démocratie directe de cette manière-là. Bon, c'est un canton suisse qui fonctionne et qui fonctionnait encore il n'y a pas si longtemps de cette manière-là, hein, où on avait pouvoir de vote que les hommes, qui avaient fait le service militaire. Parce que c'est le seul qui soit capable, qui soit compétent, capable d'assumer des responsabilités. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, on devait venir à l'Assemblée avec son épée. Pour ceux qui n'ont pas d'épée, ils ne sont pas compétents. Voilà, c'est tout.
Ça simplifie. Bon. Alors, l'origine de cela. L'origine, ce sont les chefs des familles qui décident. Voyez. C'est au niveau communal, j'entends, au niveau où c'est possible. Maintenant, quand vous avez des cités qui regroupent des millions de personnes, vous voyez tout de suite que c'est pas possible d'avoir cette démocratie-là. Cette république, pardon. C'est pas possible, cette république directe. Alors, on est obligé d'avoir recours à une hiérarchie. Mais, voyez, la différence entre la démocratie, qui est égalitaire, où tous les hommes sont considérés comme égaux et sont considérés abstraction faite de leurs responsabilités et de leurs compétences. Et cette démocratie-là, c'est pas du tout la République. Enfin, elle peut s'appeler République. De même qu'elle peut s'appeler démocratie aussi. Mais les termes de démocratie et République sont des termes qui ne sont pas fixés. Donc ils sont parfois équiparés. Là, je les ai pris dans des sens très précis en désignant la République comme étant un régime qui est au service du bien commun, et le mot démocratie comme étant le régime qui n'est pas au service du bien commun, et qui est au service d'un clan ou d'une masse vicieuse. Bon. Donc j'ai bien distingué les deux. Dans les textes, souvent les deux mots sont interchangés, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement. D'ailleurs, voyez, en Grèce, vous n'avez pas de différence. Démocratia. Démocratia signifie république. Donc en fait, il n'y a pas de différence dans le langage grec. Voyez, donc on est un petit peu gêné pour donner la réponse, pour utiliser ces mots. Il faut faire attention. Il faut bien distinguer. Bon, alors peu importe les mots, équiparer, échanger démocratie et république si vous voulez, mais faites bien la différence entre une démocratie-république qui est fondée organiquement sur les compétences respectives des citoyens et une démocratie-république égalitaire qui fait abstraction des corps intermédiaires. Une bonne république, c'est une république où le pouvoir politique est à proportion de la place dans la hiérarchie sociale, de la compétence. Voyez. Tandis qu'une démocratie égalitaire perverse fait abstraction des corps intermédiaires et par conséquent considère tous les citoyens égaux. Et ça, c'est la destruction de la cité. Puisque la cité est composée d'organes et de communautés, cette démocratie moderne égalitaire détruit précisément les communautés en donnant le même pouvoir politique à tout le monde. Alors que quelqu'un qui est drogué, ivrogne, tout ce que vous voudrez, a exactement le même pouvoir qu'un chef de famille. C'est absurde, évidemment. Alors ça, c'est la démocratie moderne. Et cette démocratie est destructrice, évidemment. Ça, c'est pas au plan naturel. S'il y a une œuvre politique à faire, quelque part, vous voyez que c'est dans la construction de ces communautés naturelles. Et lorsque ces communautés naturelles n'existent pas ou n'existent pas encore, ou que ceux qui les détiennent ne sont pas compétents, c'est évidemment la monarchie qui est le plus réaliste. Oui. Là, vous parlez de la monarchie de manière abstraite comme étant le meilleur régime. C'est ça. Oui, justement. Non, ce que dit Aristote, c'est que la meilleure cité, c'est la cité moyenne, qui participe des trois. Voilà, je voulais en arriver là, justement. Le meilleur régime, c'est le régime média, intermédiaire, qui participe des trois. Bon, la raison est évidente. Nous avons vu d'ailleurs que les classes moyennes étaient les meilleures classes, les étapes intermédiaires. Eh bien, dans un régime intermédiaire, c'est ces classes qui ont le plus de pouvoir. Vous voyez, donc il y a une monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie. C'est plus ou moins ce qu'il y avait dans le régime de l'ancienne France. Je ne parle pas du régime de Louis XIV, je parle du régime de l'ancienne France. Un pouvoir royal tempéré par une noblesse et une certaine démocratie, peut-on dire, au niveau des décisions locales. Dans les villes, dans les communes, il y avait une certaine démocratie, mais pas une démocratie égalitaire, avec une diversité d'institutions extrême, diversité de coutumes et de privilèges qui faisait la diversité des communautés. Bon, c'est la meilleure politique, abstraitement parlant. Concrètement, la meilleure, eh bien, ça dépend de la nature du peuple. Oui, le régime politique dépend de la nature, il faut voir la nature du peuple en question. Il y a des régimes qui conviennent à différents peuples selon leur personnalité. De fait, lorsqu'un peuple est vertueux, c'est la République qui convient davantage. Mais alors, que se passe-t-il si le peuple y était vertueux devient vicieux? Eh bien, si le peuple perd sa vertu, eh bien, par le fait même, il perd la convenance au régime républicain, et il lui conviendrait davantage un régime monarchique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la République devient une démocratie, parce que les gens sont vicieux, ne cherchent que leur plaisir personnel, leur bien personnel, et non plus le bien commun. Donc ils sont plus capables de prendre des décisions qui conviennent,
Et alors ils sont la victime des démagogues, et ainsi s'instaure une tyrannie. Et ça arrive, bon, je ne veux pas, vu le temps dont nous disposons, je ne peux pas en parler en détail, hein, mais Aristote explique comment, précisément, d'une démocratie, d'une bonne république, on passe en définitive à une mauvaise démocratie, et ensuite à une tyrannie. Parce que pour satisfaire ses instincts, le peuple se donne un tyran. Oui. La dictature, elle rentre dans quelle... Ben, la dictature, c'est une tyrannie, vous voyez. Bon, la dictature, au sens usuel, c'est la tyrannie. Au sens historique, c'est une forme de monarchie temporaire. Vous savez ce que c'était la dictature? Je pense que tout le monde le sait. Hein. C'est-à-dire que la République romaine, dans les cas où il y avait un grand danger, confiait pendant 6 mois les pleins pouvoirs à quelqu'un. Voilà. Parce que la République était en danger, on passait à un régime de monarchie temporaire pour raison d'urgence. Voilà. Et après le temps de dictature, eh bien, le dictateur revenait à la charrue. Historiquement, littéralement parlant, le Cincinnatus revient à sa charrue, c'est terminé. Voilà. Bon. Tandis que, bon, par la suite, à la fin de la République romaine, il y aura des nominations de dictateurs à vie, comme par exemple César. À ce moment-là, on est passé en tyrannie, tout simplement, parce que le peuple a perdu sa vertu. Alors, il y a des tas de conditions, beaucoup de choses qui sont dites dans la politique d'Aristote. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez quelle est la fonction du président de la République? Ah bien, alors écoutez, si on analyse philosophiquement le régime que vit la France actuellement, bon, c'est un régime de tyrannie élective. Puisqu'en fait, le président de la République, avec son administration, a quasiment tous les pouvoirs, bon, partagé avec le Premier ministre. Là vous avez une double tête, en quelque sorte. Bon, mais en fait, vous savez, il n'y a pas tellement... Les politiques n'étant pas essentiellement différentes, c'est surtout des histoires de personnes, plutôt qu'autre chose, vous voyez. Donc vous avez un État tout-puissant, vous avez une aristocratie, disons, un mélange de tyrannie et d'oligarchie, on peut le dire. Un mélange de tyrannie et d'oligarchie, c'est-à-dire une oligarchie de fonctionnaires qui partagent le pouvoir avec un tyran, et qui ont beaucoup plus de pouvoir, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas tenus à aucune morale, à aucune loi fondamentale, à aucune coutume. Il n'y a rien qui résiste. Le roi de France devait maintenir les constitutions du royaume et les coutumes du royaume. Il ne pouvait pas les changer. Elles pouvaient tomber en désuétude, ne plus être utiles, c'est entendu, et donc il y avait des transformations, mais il ne pouvait pas aller contre les lois du royaume. Tandis que le président de la République, avec son administration, disons cette espèce d'oligarchie actuellement, peut faire absolument ce qu'elle veut, avec un système électoral, bon, qui nous savons bien qu'est une tromperie et qui verrouille complètement les choses. Oui. La dictature de Saint-Lazare, c'est une monarchie, alors? La dictature de Saint-Lazare, d'abord, c'était pas vraiment... C'est un mélange aussi, parce qu'il pouvait pas... Enfin, Saint-Lazare ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était lié à un parlement qui fait qu'il n'était quand même pas libre de ses mouvements. C'est un mélange de monarchie et... Disons que c'est un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Avec un aspect vicieux également, puisqu'il y avait une part de véritable de démocratie au sens moderne du terme quand même. C'est un régime qui n'était pas... Bon, pas du fait de Saint-Lazare, mais du fait de la situation dans laquelle il se trouvait. Qui n'avait pas les moyens de faire absolument tout ce qu'il voulait. Voyez. Donc on a la plupart du temps des régimes qui sont des mélanges. Et même des régimes qui sont des mélanges entre régimes bons et régimes vicieux. Des systèmes plus ou moins intermédiaires. Mais quoi qu'il en soit, quand vous êtes en présence, et c'est ce que nous sommes en présence actuellement, n'est-ce pas, de pays qui sont ravagés, qui sont détruits, non seulement au plan économique, mais même au plan moral. Bon, alors que ce soit des pays qui aient eu autrefois une histoire glorieuse et qui sont complètement écroulés, ou que ce soit des pays neufs comme les pays d'Afrique ou certains pays d'Amérique du Sud, dans tous les cas, on a des pays actuellement qui sont complètement ravagés. Bon, mais la seule solution, c'est la monarchie, c'est clair, dans ce cas-là. Alors on pourrait dire pour la Suisse, c'est pas la même chose. Oui, mais enfin, bon, la Suisse prend le chemin de la démocratie moderne aussi. Hein. Faut pas dire que les Suisses sont des gens vertueux. Ben non, c'est ça, ils l'étaient davantage autrefois. Disons, ils sont moins vicieux je pense qu'ils sont moins vicieux quand même que les autres peuples d'Europe, mais c'est sûr il y a une certaine vertu civique qui reste encore, vous voyez. En Suisse, il y a une certaine vertu civique qui reste encore, en ceci, c'est que malgré les clivages idéologiques, ils arrivent quand même à gouverner ensemble. Et à faire une chose qui est impensable dans d'autres pays. Un gouvernement où il y a tous les partis, quasiment tous les partis. Ce qui est impensable dans d'autres pays. Donc ça prouve qu'il y a un minimum de sens du bien commun. Bon. Et puis il y a quand même certaines réponses dans des référendums qui montrent que le peuple n'est pas complètement idiot comme il l'est ailleurs. Bon. Puisqu'ils
ils ont réussi quand même à refuser, à petite majorité c'est entendu, mais ils ont quand même refusé l'ONU, ils ont quand même refusé l'Europe, ce qui suppose un minimum de conscience, même si c'est pas parfait. Il y a quand même un minimum de réaction parfois. Et alors il y a des institutions qui sont véritablement républicaines au sens de la République traditionnelle. Je veux dire, le pouvoir local, le pouvoir des communes, le pouvoir des cantons, le fait que les hommes politiques ne peuvent pas rester en place pendant très longtemps, mais doivent laisser la place à d'autres. Le fait que pour faire carrière au plan politique à un niveau fédéral, il faut d'abord faire carrière au plan politique à un niveau local. Pas question de monter au niveau fédéral si on n'a pas d'abord été par exemple président de commune, vous voyez. Donc il y a des aspects naturels qui redemeurent encore beaucoup, ce qui est complètement différent des autres pays. Donc c'est peut-être moins corrompu qu'ailleurs. C'est bien parti pour se dégrader, c'est sûr. Dans la mesure où il y a une dégradation morale générale, mais c'est clair que les républiques, la démocratie s'écroule petit à petit. Il n'est pas possible de s'en sortir sans qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une monarchie. Or, comme c'est impossible à instaurer à vue humaine, je ne vois pas du tout quelle peut être la solution politique de l'avenir politique du monde. On ne va certainement pas vers des améliorations, on va vers la constitution de tyrannie de plus en plus forte. Certainement, oui. Si les francs-maçons instauraient leur royaume universel, ce serait une oligarchie. C'est une oligarchie, oui, c'est sûr. Le monde actuel vise... Ça dépend des pays, disons. Il y a des pays qui sont plus... Je dirais la France est plutôt une oligarchie qu'une véritable tyrannie. Il y a d'autres pays où vous avez de véritables tyrannies. Puis vous avez des pays où on peut se dire, est-ce que c'est une tyrannie, est-ce que c'est une monarchie? Bon, vous avez un monarque qui n'est pas complètement... je dirais pas complètement tyran, alors bon, ça marche un peu comme ça peut, quoi. C'est de l'éducation des peuples c'est l'éducation des peuples qui peut faire, vous voyez. Bon, un exemple, alors cette fois ecclésiastique, de gouvernement monarchique. Il est curieux de voir que dans les institutions d'église, vous avez des institutions qui sont d'église, mais qui mettent en jeu des problèmes politiques, des problèmes de communauté politique, et qui sont des exemples de gouvernement politique. Bon, vous prenez le cas d'un monastère, par exemple. Bon, un monastère bénédictin est un exemple parfait de monarchie, qui comporte un aspect économique et politique, puisque le monastère bénédictin n'a pas pour finalité l'apostolat, mais être simplement une communauté chrétienne. Donc vous avez un aspect économique et un aspect de gouvernement qui intervient. Chez les dominicains, vous avez davantage un mélange de plus d'oligarchie et plus de démocratie. Bon. Par contre, les sociétés religieuses modernes approchent davantage des structures modernes, voyez, puisque vous avez une monarchie absolue, totale, centralisée et élective. Vous voyez, donc c'est plus moderne cette fois. On pourrait faire cette analogie entre les structures d'église et les structures politiques. Je vous avais dit que ce qui déterminait la structure de cette communauté, ce qui donnait sa forme, c'était les rapports qu'il y avait entre les différentes parties, les rapports qu'il y avait entre les différentes communautés. Donc en fait, les communications qui existent entre ces communautés, entre ces personnes, et puis par rapport à la communauté dans son ensemble, la société. Alors précisément, eh bien, ce qui exprime ces communications entre les personnes, entre les communautés, et des communautés et des personnes à la société, à la cité, eh bien c'est ça qu'on appelle le droit. Alors, je ne veux pas, pour des raisons de brièveté, je ne peux pas vous faire l'histoire du droit, l'histoire de la philosophie du droit. Il faut noter que le droit a d'abord été vécu, je dirais, in actu exercito, concrètement, dans toute vie politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une vie civile, une vie politique, eh bien il y a des communications entre des partis, entre des personnes, et puis par rapport à des communications des personnes par rapport à la cité, communication de la cité par rapport aux personnes, et donc il y a du droit. Mais ça existe avant même qu'il y ait des codes de loi. C'est-à-dire à partir du moment où les choses sont déterminées, et où ça n'est pas soumis à l'arbitraire des individus, qu'on peut parler d'un droit. Donc il y a du droit, avant même que le droit soit écrit, et je dirais même qu'il y a un droit écrit, avant même qu'il y ait une philosophie du droit. Alors pourquoi faut-il qu'il y ait ce droit? Avant d'en donner la définition, je vais d'abord montrer
que ça doit exister. En effet, bon, nous devons vivre en commun, nous devons vivre en société. Alors qu'est-ce qui va déterminer notre vie, les actions que nous allons faire, les actions que nous vivons, nos actions sociales? Je dirais, bon, toute vie humaine étant, l'homme étant naturellement social, la vie humaine, l'activité humaine est essentiellement sociale et politique. Alors qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va nous dire ce qu'il faut faire? Eh bien, ce sont les principes. Alors quels sont les principes? C'est la nature et la fin. La fin ultime que nous connaissons, donc c'est le bien commun politique, et puis la nature, ce que nous sommes. Bon. Mais même si l'on connaît la nature, et même si l'on connaît la fin ultime, eh bien ça ne suffit pas pour déterminer ce qu'il faut faire aujourd'hui, concrètement. Donc il faut un principe par lequel les actions des hommes sont ordonnées concrètement. Il faut des principes par lesquels les actions des hommes sont ordonnées. Je dirais de manière concrète, les principes universels, le fait de connaître la fin et la nature, ça ne suffit pas. Il faut déterminer. Eh bien, le droit ou le juste, en français, nous avons deux mots, le droit et le juste. En latin, il y a un seul mot pour ça, c'est ius. Ius ou iustum. Bon, iustum l'adjectif, ius étant le substantif, mais c'est la même chose. Droit, donc droit ou juste, c'est pareil. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, je dirais c'est l'ordre de la communauté civile. Le droit nous apparaît ainsi d'abord, l'ordre de la communauté. Je dirais communauté humaine, c'est pareil. Pourquoi ce nom de juste, iustum? Pourquoi ius, iustum? Donnons d'abord une définition nominale, ensuite je donnerai une définition réelle. Qu'est-ce que ça veut dire ius, iustum? Iustum veut dire ce qui est égal, ce qui est ajusté. Restant en français, vous comprendrez mieux peut-être. Ce qui est égal, ce qui est ajusté, ce qui est adapté, ce qui est proportionné, tous ces mots sont plus ou moins équivalents. Donc ce par quoi la chose est conforme à une autre. Ce par quoi une chose est divisée entre plusieurs. C'est ce qui permet de dire qu'une chose est juste, vous voyez. Une chose est juste, une chose est droite, lorsqu'elle est adaptée. Bon, c'est dans le langage courant. Vous direz que, par exemple, ces lunettes sont adaptées à telle personne. Bon, ben, ça correspond à sa vue. C'est conforme, n'est-ce pas? Des lunettes qui conviennent aux uns et pas aux autres. Il faut échanger les lunettes en général. Donc, vous voyez, bien, on dira que les lunettes sont droites, qu'elles sont justes, qu'il y a une juste mesure. On parlera de juste, on peut dans le langage courant aussi parler de juste à propos de la nourriture. Ben, selon le tempérament des uns et des autres, bien, il faut une certaine quantité de nourriture qui convient pour l'un et qui ne convient pas pour l'autre. Il y a des régimes de vie qui conviennent aux uns et pas aux autres. Voilà, c'est ça le juste, ce qui est droit, ce qui est juste. Bon. Mais alors en politique, qu'est-ce que c'est? Définition réelle. Qu'est-ce qu'on veut exprimer quand on dit qu'il y a du droit, qu'une chose est juste, qu'une chose est droite? On veut exprimer, je ne donne pas encore de définition, mais j'explique pourquoi. On veut exprimer le rapport des choses aux personnes. On veut exprimer l'égalité ou la proportion des choses aux personnes ou aux communautés. On dira que le juste ou le droit, c'est l'égalité des choses selon une proportion aux personnes. Je vais vous donner deux définitions équivalentes. Ou encore, et cette définition me semble plus précise, elle est donnée par saint Thomas en Secunda Secundae 57.2, aliquod opus adequatum alteri secundum aliquem equalitatis modum. Donc une œuvre adéquate à un autre selon un certain mode d'égalité. Aliquod opus adequatum alteri secundum aliquem equalitatis modum. Une œuvre adéquate à une autre selon un certain mode d'égalité. Bon, j'explique brièvement. Là, dans la première définition, on parle de proportion aux personnes. Dans l'autre, on parle de proportion d'une œuvre à une autre. Mais ça revient au même puisque les œuvres sont faites par les personnes. Autrement dit, on considère une certaine action, une certaine opération, et on la met en rapport avec une personne. Eh bien, il faut que cette opération soit égale à cette personne, qu'elle corresponde, qu'elle soit proportionnée à cette personne. Pour dire les choses plus concrètement, eh bien, il y a des personnes qui sont en rapport avec la société. Eh bien, la société va leur donner quelque chose qui doit être adéquat à ce qu'elles sont. Ces personnes ont une certaine position dans la société, ou ont réalisé certaines activités. Eh bien, la société doit, je dirais, il y a, plutôt que d'utiliser le terme de devoir, il y a des choses qui sont égales à ces personnes, qui correspondent à ces personnes. Ou, éventuellement, on peut considérer des personnes qui sont en rapport les unes avec les autres. Eh bien, il y a des personnes qui donnent, ou qui communiquent des biens à d'autres personnes. Eh bien, il faut que ces biens soient égaux.
soit proportionné aux personnes. Donc le juste, c'est un certain égal, une certaine égalité. Le juste ou le droit, c'est un certain égal. Il y a une certaine égalité. Mais il faudra préciser quelle égalité, bien sûr. Il faut qu'une œuvre, ou un objet, une chose, parce que dans la vie concrète, je dirais une chose, un objet, c'est pratiquement pareil qu'une œuvre, qu'une activité, eh bien il y a une œuvre, il y a un objet qui correspond à une personne, qui est égal à cette personne. Ça correspond, en gros, je dirais, à ce qu'on entend aujourd'hui de manière courante. Bon, par exemple, on distribue des récompenses à des enfants. Mais vous avez des enfants qui ont fait, deux enfants qui ont fait le même travail. Mais si donc deux récompenses différentes, on dira c'est pas juste. Puisque le travail qu'ils ont fait est le même, en principe la récompense devrait être la même. Il y a quelqu'un qui fait une œuvre, un travail, eh bien, il est payé pour ça. Mais il faut que ce qu'il reçoit soit égal à ce qu'il a fait, d'une certaine manière, qu'il faut apprécier évidemment. Donc un ouvrier fait un travail, mais il doit être payé pour cela. Il doit recevoir un salaire qui correspond, qui est égal, qui correspond à ce qu'il est en tant qu'ouvrier. Et le problème de la justice, c'est de savoir si ce qu'il reçoit est égal ou pas. Vous voyez tout de suite, c'est une égalité qui n'est pas forcément mathématique, c'est beaucoup plus complexe qu'une égalité mathématique. Hein. D'autant plus qu'il y a des choses qui peuvent être chiffrées. Bon, on peut penser que celui qui a ramassé, je sais pas, mettons 10 caisses de raisin, doit recevoir 2 fois plus, en principe, que celui qui a ramassé 5 caisses de raisin. Bon, ça c'est chiffrable peut-être, admettons. Bon, il y a d'autres activités, c'est beaucoup plus délicat. Aller apprécier le travail d'un médecin par rapport au travail d'un forgeron, par exemple, qu'est-ce qui est égal? C'est pas si facile que ça à déterminer. Voyez. Puis quand on entre dans des domaines spirituels ou moraux, comme le philosophe, voyez, par exemple, essayer d'apprécier ce qui est juste pour lui, c'est pas si facile, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ça le droit, c'est l'égalité. C'est la correspondance d'une chose à une personne, ou c'est une chose en tant qu'elle est conforme à une personne. Donc ça suppose une égalité. Et la règle, la règle est dans la chose. Le milieu de la justice, c'est-à-dire ce qui détermine la justice, vient des rapports entre les choses et les personnes. C'est un rapport des choses aux personnes. Voyez. L'égalité est selon une proportion selon une proportion des choses aux personnes. Autrement dit, c'est une qualité des choses. Bon, pour dire les choses de manière plus simple, le droit, le juste, est une qualité des choses ou des actions. Alors, comme je ne veux pas faire la philosophie du droit et la critique des fausses conceptions du droit, je me permets seulement de vous faire remarquer que cette explication, qui est celle de saint Thomas, est vraiment très différente, complètement différente de ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on parle d'un droit, on pense plutôt à une qualité d'une personne. J'ai droit au pouvoir moral d'une personne. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Ce n'est pas comme cela que saint Thomas considère le droit. Le droit, c'est pas une qualité des personnes, c'est pas un pouvoir, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais c'est une qualité des choses. Ceci est droit, ceci est juste. Vous me direz pratiquement ça revient au même. Ah, attention, on verra les différences. On verra que ça ne revient pas au même si souvent ça peut revenir au même, au sens où, si je dis que ceci est droit, ceci est juste, eh bien, on pourrait dire aussi, au sens moderne, eh bien, j'ai droit à cela. Bon, c'est entendu. Mais si je dis j'ai droit à cela, c'est parce que la chose est juste pour moi. Parce que dans l'ordre social, dans la vie commune, vu ma place dans la cité, eh bien, il est juste que ceci vienne vers moi. Oui. Voilà, c'est-à-dire l'égalité, c'est l'égalité de la chose par rapport à moi. Mais ça ne veut pas dire, alors que ça entraîne une certaine obligation morale, on pourra en parler, mais ce n'est pas la même chose que l'obligation morale. Et ça n'a pas de sens de dire j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela dans l'absolu, vous voyez. C'est-à-dire qu'on doit parler de la mesure des choses, vous voyez, c'est une mesure des choses. Ce n'est pas une qualité subjective, oui. Mais la mesure des choses se fonde sur la qualité subjective. Elle prend en compte la qualité subjective et pas seulement. Parce que, vous voyez, cette qualité subjective, elle sera en référence à l'ensemble de la cité. Donc c'est pas la personne dans l'absolu qui sera considérée, c'est la personne dans la cité. Donc le droit ne pourra pas dire la personne humaine a droit à cela, c'est pas vrai. Je suis dans une cité, dans une communauté,
Et de par l'ordre de cette communauté, eh bien, ceci pour moi est droit. Donc j'ai droit à. Mais in abstracto, il n'y a pas de droit. La personne abstraite de la société, nous savons que de plan politique, elle n'existe pas d'abord. Bon, la personne au plan métaphysique existe, hein, mais la personne absolue au plan politique n'existe pas. Donc c'est toujours par référence à la vie humaine, à la vie commune. Alors il faudra préciser les choses, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont justes de par la nature humaine, et des choses qui sont justes de par une détermination positive. Donc c'est vrai qu'on pourra dire, eh bien, que toute personne a droit à telle ou telle chose, mais il faut bien comprendre que la source est dans la nature, et qu'on se réfère toujours à la vie de l'homme, à la vie commune de l'homme. Nous en parlerons plus en détail. Donc le juste, le droit, je le répète, c'est quelque chose de réel, voyez. C'est la qualité d'une chose. C'est une qualité d'une chose, bon, qui fait référence aux personnes, c'est entendu, mais c'est une qualité d'une chose. C'est pourquoi on pourra dire, mais je n'aime pas ce terme-là, parce que saint Thomas n'en parle pas. On parle parfois de droit objectif. Pour dire cela, on dit que le droit est objectif. Je préfère dire que le droit est réel. Le droit est réel. C'est une qualité des choses, une qualité de la réalité. C'est pas une qualité morale, subjective. C'est d'ordre moral, mais je veux dire, c'est pas un pouvoir moral, c'est une qualité des choses. Et donc, je le répète, étant donné que la personne n'est rien dans l'ordre de l'agir, la personne absolue, sans communauté, sans cité, sans politique, n'est rien, donc la personne n'a aucun droit absolu, mais seulement par référence à une communauté. Ça n'a pas de sens de considérer la personne dans l'absolu et de dire elle a droit à ceci, droit à cela. La personne est dans une communauté, et c'est par référence à cette vie dans une communauté, à cette vie politique, donc le droit est une partie de la politique, bien sûr, eh bien, c'est par référence à cette communauté, dans cette politique, que la personne a droit à quelque chose, ou plus justement, qu'il vaut mieux dire, que cette chose est droite pour la personne. Voyez, entre parenthèses, le problème des droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, le problème il est déjà là, c'est qu'on considère la personne comme absolue de toute communauté. Et même absolue de l'histoire. Et on dit la personne humaine a droit à cela. C'est radicalement révolutionnaire parce qu'on considère la personne humaine abstraction faite de la cité, abstraction faite de la communauté dans laquelle elle appartient. Ils sont en contradiction. Disons, ce n'est pas une contradiction apparente. Les droits de l'homme se réfèrent bien sûr à une vie politique, mais ils ne placent pas la personne comme étant partie de la cité, comme étant finalisée par la cité. Ils considèrent la personne comme étant au-dessus de la cité, et comme ayant droit à un certain nombre de choses que la cité doit donner. Donc on fausse le problème dès le départ. Alors je dis, c'est une propriété, une qualité des choses par rapport aux personnes, une égalité des choses par rapport aux personnes. Et alors là, on peut distinguer plusieurs sortes de droits. Plusieurs sortes de droits, selon les communications dont il s'agit. Selon les communications dont il s'agit. Nous avons vu que la personne, ou la communauté, bon je dis la personne pour simplifier, est située dans différents rapports. Il y a le rapport de la communauté à la personne, il y a le rapport de la personne à la personne, et enfin le rapport de la personne à la communauté. Bon. Le plus important est le rapport de la personne à la communauté. Ensuite, il y a le rapport de la communauté à la personne, de la personne à la personne. C'est-à-dire qu'il y a des communications des choses, des actes, que la personne donne à la communauté. Il y a des choses que la communauté donne à la personne, et il y a des choses que les personnes se donnent les unes les autres. Eh bien, cela donnera trois parties du droit. Trois parties du droit, oui. On a dit que le droit, c'est la chose par rapport à la personne. Oui, c'est ça. Et là, on voit deux choses par rapport à la personne, mais une personne par rapport à la communauté. Oui, c'est-à-dire que la chose est donnée, ou l'action est faite, par la personne à la communauté. C'est-à-dire que c'est la chose de la communauté qui est donnée par la personne. Dans l'autre cas, vous avez, au contraire, la communauté qui donne une chose à la personne. Donc ici, en fait, c'est le droit de la communauté. Ici, c'est le droit de la personne venant de la communauté. Ici, c'est le droit de la personne venant de la personne. Le droit, donc, je parle des choses, ce sont, vous voyez, les choses droites, les choses qui sont objets du droit, ce
sont les choses qui sont échangées, qui sont communiquées, choses ou activités, quelles qu'elles soient. Alors, le plus important est ce que la personne donne à la communauté. Donc, c'est des choses qui se rapportent à la communauté, qui proviennent de la personne et qui sont données à la communauté. C'est le droit de la communauté. On appelle ça le droit légal. Ius legale. Pourquoi dit-on légale? C'est curieux, parce qu'en général, c'est ce qui se rapporte aux lois. Ensuite, il y a des choses droites, des droits, qui sont des droits des personnes, mais qui viennent de la communauté. C'est ce qu'on appelle le ius distributivum, le droit distributif. Et enfin, des choses qui appartiennent aux personnes et qui sont données par les personnes, c'est ce qu'on appelle le droit commutatif. Voilà 3 sortes de droits, 3 sortes de choses droites. Il faut bien comprendre que nous considérons les choses formellement du point de vue politique, pas du point de vue matériel. Bon, les choses, les objets, vous avez des actions, vous avez des marchandises, des actions morales, etc. Bon, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Il faut les voir, ces choses droites, il faut les voir formellement du point de vue politique. Eh bien, il y a des choses droites, des choses justes, qui appartiennent à la communauté et qui lui sont données par les personnes. C'est l'objet du droit légal. Il y a des choses droites, des choses justes, qui appartiennent à la personne, qui se rapportent à la personne et qui lui sont données par la communauté. C'est le droit distributif. On l'appelle distributif, c'est facile à voir, parce que c'est la distribution des biens. Et puis, il y a des droits qui concernent il y a des choses, des objets, des actions qui se rapportent aux personnes et qui proviennent des autres personnes. C'est ce qu'on appelle le droit commutatif. Commutatif, c'est-à-dire les échanges. Prenons un exemple. Le droit légal, eh bien, c'est par exemple ce que doit faire un ouvrier dans l'entreprise dans laquelle il se trouve. Il travaille pour son entreprise. Bon, l'entreprise reçoit de l'ouvrier un certain travail. Droit légal. Du point de vue de la commune, en l'occurrence, je ne parle pas de la cité, je parle de l'entreprise. C'est ça, le droit légal, si vous préférez, aujourd'hui, recevrait le nom de devoir. Les devoirs que l'on doit à la communauté. C'est l'objet du droit légal, du ius legale. Ce qu'on doit faire pour la communauté. C'est une chose juste qui appartient à la communauté et qui doit être donnée par les membres de la communauté. Je vous dis, on appellera aussi, aujourd'hui, on appellera ça les devoirs envers la patrie. Bon, mais c'est plus large que ça. Tout ce que par exemple, vous êtes chargé ici de faire la vaisselle, bon, mais le problème de la vaisselle se rapporte au droit légal, parce que ça se rapporte à la communauté. C'est une activité qui est faite pour le service de la communauté. Bon. Le respect du code de la route se rapporte aussi à la communauté. C'est une chose juste. Pourquoi est-elle juste? Parce que c'est le bien commun qui le requiert, oui. Les impôts? Oui, par exemple, les impôts. Les impôts, ça se rapporterait au droit légal. Ça met en cause aussi le droit distributif, parce qu'il y a un échange. Mais ça rapporte au droit légal parce que c'est le devoir envers la communauté, des choses qui sont justes pour la communauté. Bon. Distributif, c'est le chemin inverse. Distributif, c'est ce que la communauté va donner aux personnes. Alors là aussi, des choses qui sont droites. Alors les impôts, ça rentre là-dedans aussi, parce qu'il y a la répartition des impôts. Il y a la répartition des impôts qui doit être juste, justement. Ça doit correspondre à la personne. Ce qu'on lui demande de payer doit être égal. Ce qu'on lui paye également dans une entreprise, par exemple le salaire de l'ouvrier, appartient au droit distributif. Bon. La récompense qu'on donne à des enfants parce qu'ils ont bien travaillé, par exemple, dans une communauté. Ou bien encore... Une protection pour l'ouvrier? Oui, par exemple, la protection qu'assure la cité par rapport aux individus. La cité doit la protection aux citoyens. Droit distributif. Et enfin, le droit commutatif, c'est les échanges entre les personnes, par exemple le commerce. Le commerce est du domaine du droit commutatif. Bon. C'est 3 sortes de droits différents. Et il y a beaucoup de communautés envers communauté. Oui, mais alors dans ce cas, vous voyez, ça rentre dans cette catégorie. Si vous dites, si j'envisage à ce moment, si vous parlez des rapports des communautés entre elles,
alors à ce moment-là, vous les considérez comme étant partie d'une plus vaste communauté. Et à ce moment-là, c'est du droit commutatif, mais entre différentes communautés, et non pas entre personnes. Par exemple, du commerce entre deux entreprises. Bon, commerce entre deux entreprises, bon, c'est le droit commutatif. Par contre, le salaire versé aux ouvriers d'une entreprise, c'est le droit distributif. Bon, le travail que l'ouvrier doit remplir dans son entreprise, c'est le droit légal, par rapport à la communauté qui est l'entreprise. Par exemple, au niveau de l'Europe. Alors là, il y a une difficulté, je ne peux pas en parler parce que nous n'avons pas les éléments. C'est de savoir si les États qui constituent l'Europe constituent une communauté ou pas. Alors dans la mesure où différents pays, différents États constituent, différentes cités, constituent une cité plus vaste, qui a véritablement une super-cité, dont les cités ne sont plus des cités à ce moment-là, parce que si on prend les principes politiques que je vous ai donnés, qu'est-ce qui fait une cité? C'est qu'elle est autosuffisante. Alors ou bien ces cités sont autosuffisantes, ou bien elles ne le sont pas. Si elles sont autosuffisantes, eh bien, il n'y a entre elles que le droit commutatif. Si elles ne sont pas autosuffisantes, alors ce ne sont plus des cités. Et il y a une cité plus vaste. Et à ce moment-là, ce serait droit légal et droit distributif. Oui, alors, est-ce que... Bon, alors ça c'est une question d'appréciation d'une situation. Est-ce qu'il est conforme au bien que ces cités perdent leur autosuffisance? Bon, c'est autre chose, une autre question. Oui. Sur un droit européen. À ce moment-là, s'il y avait une cité européenne, pour l'instant il n'y en a pas. Mais s'il y avait une cité européenne, on pourrait parler d'un droit légal et d'un droit distributif au niveau de l'Europe. Mais tant que ça n'existe pas, il faut parler d'un droit commutatif. Ben, il peut y avoir une transition, mais il y a quand même une solution de continuité. Est-ce qu'il y a une cité ou pas? Alors, est-ce qu'il est juste de bâtir cette cité ou pas? Sur quoi peut-on se baser? Ça, c'est un problème politique, c'est que les cités se groupent à condition qu'il y ait un bien commun. Or, y a-t-il un bien commun? Quel est le bien commun? Là, je fais une parenthèse, on quitte la philosophie du droit pour retrouver dans la politique, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Et si je pose la question, est-ce que c'est bon qu'il y ait une cité européenne? Ben, il y a une cité s'il y a un bien commun. Alors, est-ce qu'il y a un bien commun européen? Quel peut être le bien commun européen? Problème. Alors, si ce bien commun réalisé, c'est la richesse matérielle, la finance, le commerce, et on voit que c'est mauvais. Parce qu'une cité ne peut pas reposer sur un bien d'ordre matériel. Le bien commun est quelque chose de spirituel. Pas surnaturel forcément, mais spirituel. De l'ordre de la civilisation, si vous préférez. De l'ordre de la vertu. Alors, est-ce que l'Union européenne a pour bien commun la vertu, au sens politique du mot? Voilà le problème. La réponse, vous la voyez vous-même. Le bien commun, en l'occurrence, c'est un bien purement matériel, purement matérialiste. Donc il est clair que c'est une cité qui est mauvaise, qui ne pourra pas tenir, c'est pas possible. C'est basé sur un contrat financier. Alors qu'une cité, une vraie cité, a un patrimoine spirituel. Alors on pourrait dire, oui, mais quand même des valeurs culturelles européennes, etc. Oui, mais il n'y a pas une unité telle que ça puisse justifier une unité de cité, vous voyez. Il pourrait y avoir quelque chose, si on disait non, mais c'est pas cela, c'est pour assurer une défense commune contre des ennemis, pour défendre un patrimoine commun, et pas le commerce seulement, hein, mais un certain ordre politique commun. C'est-à-dire différentes cités ont un ordre politique commun, et elles se réunissent pour constituer une plus grande cité, de manière à défendre ce qu'elles ont de commun dans l'ordre politique. Ça, c'est légitime tout à fait. C'est comme ça qu'est née la Confédération helvétique. Le Saint-Empire romain serait de ce type-là également, oui. Le Saint-Empire romain, pas l'Empire romain païen, mais le Saint-Empire romain germanique, oui, tout à fait. C'est-à-dire que des cités se réunissent pour constituer une plus grande cité, pour défendre un bien commun réellement politique, mais réellement politique. Donc un bien commun d'ordre moral, vous voyez. Tandis qu'ici, on a une cité qui se réunissent pour défendre un bien commun d'ordre commercial. Alors, c'est plus ça. Oui. Puis, bon, il y a d'autres problèmes idéologiques qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Bon, enfin, moi, c'était une parenthèse. Oui. Par exemple, les lois internationales de la guerre. Alors, les lois internationales sont du domaine du droit commutatif. C'est-à-dire que les cités conviennent entre elles. Bon, c'est du droit commutatif. J'ai mis ici personne, comprenez, vous pouvez transposer vous-même. C'est parti par rapport à communauté. Donc c'est une première manière de diviser le droit. 3 droits différents. Une deuxième manière, c'est un peu compliqué, mais il faut tenir compte de toutes les circonstances. Deuxième manière, du point de vue du sujet ou de la matière. Droit simplicitaire entre des égaux ou dans une communauté d'égaux.
Il y a un droit simplicitaire lorsque la communauté est formée de gens qui sont égaux, qui ont une certaine égalité, une certaine liberté. Hiérarchie, c'est vrai, mais dans cette hiérarchie, il y a une certaine égalité, il peut y avoir, je vais expliquer, il peut y avoir une certaine égalité dans la mesure où il y a une hiérarchie, mais qui conserve des niveaux, ou des droits, si vous préférez, où les personnes sont effectivement égales. Si, du moins, essentiellement, pour vous qu'on comprenne davantage, je dirais, droit simplicitaire lorsque les gens sont égaux essentiellement, et droit secundum quid lorsque les personnes ne sont pas égales essentiellement, je dis bien essentiellement. Droit simplicitaire lorsque les parties, les membres sont essentiellement égaux, droit secundum quid lorsqu'ils ne sont pas essentiellement égaux. Et essentiellement, de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, vous avez le droit simplicitaire qui est le droit politique. Le droit politique parce que tous les membres de la cité, essentiellement, sont égaux. C'est-à-dire qu'ils sont tous citoyens. Ils sont tous citoyens. En tant que citoyens, ils sont égaux. Même s'il y a une hiérarchie sociale. Même s'il y a une hiérarchie sociale, cette hiérarchie est quand même accidentelle. En tant que les personnes sont citoyens. Par contre, vous avez d'autres communautés où essentiellement, je dis bien essentiellement de par la nature, il y a une inégalité. Et à ce moment-là, c'est du droit secundum quid. Du droit secundum quid lorsqu'il y a une inégalité qui n'est pas accidentelle, c'est-à-dire de par une décision humaine, mais qui vient de la nature. Eh bien, c'est le droit familial. J'ai mis au neutre. Le droit familial, pourquoi ? Parce que, essentiellement, de par la nature, il n'y a pas d'égalité dans la famille. Ce n'est pas une institution particulière. Les institutions sociales peuvent entraîner des changements dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie sociale, la hiérarchie sociale n'est pas bloquée. C'est pas dans la nature des choses. Bon, la famille, non, désolé. Le père, la mère, les enfants, les serviteurs, éventuellement, sous ce rapport-là, il y a une inégalité qui est dans la nature. Donc on dira que c'est un droit secundum quid, on parlera de droit familial, pour signifier non pas le rapport des familles à la cité, mais le rapport des membres de la famille à la famille. De manière concrète, si vous voulez, le pouvoir de la famille. Le pouvoir de la famille est un pouvoir paternel, familial, qui n'est pas la même chose que le pouvoir du chef politique. Oui. Et si le droit change dans la famille, c'est parce que l'inégalité change aussi? Oui, mais justement, le droit ne peut pas changer dans la famille, vous voyez. Dans la cité, il peut changer, il peut y avoir des changements dans la cité. Accidentellement. Essentiellement, non. Eh bien, dans la famille, c'est pareil, il peut y avoir des changements de droit accidentels, mais le fait que le père soit chef de famille, ça c'est essentiel. Sauf accident, le père est malade ou il devient fou, je ne sais pas, mais en soi c'est lui qui... Oui. Mais il y a quand même des droits qui changent. Par exemple, quand il est tout petit bébé, il fait rien, mais après... Ah, mais attendez, c'est pas le droit qui change, c'est la personne qui change. Non, mais ce qui est juste pour elle change. Non. C'est juste qu'elle travaille, alors que c'était pas grave. Oui, mais c'est la personne qui change, c'est pas le droit. Ce qui est vrai, c'est qu'il est juste pour un enfant que, il est juste pour un adolescent que. Ça change pas. C'est la personne qui est devenue adolescente, c'est autre chose. Le droit n'a pas changé. Donc vous avez le droit familial, et puis le droit dominatif. Le droit dominatif, c'est le droit qui se rapporte aux esclaves. Selon que l'un est membre de l'autre d'une certaine manière. Alors nous avions vu préalablement, je ne vais pas retraiter, en quoi il y avait un certain esclavage qui était tout à fait injuste, et en quoi il pouvait y avoir un esclavage qui était conforme à la nature humaine, d'une manière tout à fait particulière. Bon, alors dans la mesure où il peut y avoir un esclavage qui est juste, qui est bon, alors il y a un droit dominatif, qui est un droit secundum quid. Et puis, eh bien, dans le domaine du droit politique, on peut aussi faire des distinctions selon les communautés. Parce que vous avez le droit de la cité, et puis vous avez les droits des différentes communautés qui constituent la cité. Donc, vous avez le droit militaire, par exemple. Vous avez le droit religieux. Comment pourrait-on dire? Le droit religieux, oui. Soit, je dirais que ça échappe à la philosophie politique pour entrer dans le domaine de la théologie.
il y a un droit qui concerne la communauté ecclésiale, du droit canon, tout simplement. Bon. Et puis le droit, je dirais, le droit privé, qui concerne les communautés inférieures à la cité. Le droit des communautés à l'intérieur des autres communautés, etc. Autrement dit, vous avez différents droits selon les communautés auxquelles on se réfère. Oui. C'est pas le droit économique. Alors le droit économique, oui, tout à fait. Alors je pense que le droit économique serait de ce domaine-là, le droit privé, vous voyez. C'est le rapport, c'est les droits qui concernent les communautés économiques. Bon, le mot économique est ambigu, vous voyez. Étymologiquement, ça concerne la famille, donc ce sera le droit familial. Dans la langue d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, le droit économique, c'est le droit familial. Bon, aujourd'hui, ce terme prête ambiguïté, ce serait faux, on ne pourrait pas en utilisant. Je crois que le droit économique rentre ici dans le droit privé, vous voyez. Mais c'est une partie du droit privé, vous voyez. On voit tout de suite que ça se rapporte. Il faut savoir quoi on parle. Voyez, le droit économique, c'est pas précis. Soit vous parlez des rapports des communautés entre elles. Les communautés d'ordre économique exercent des rapports entre elles. Dans ce cas, vous allez avoir un droit commutatif privé. Mais vous pouvez entendre par là aussi le droit qu'il y a à l'intérieur des entreprises. Rapport entre les ouvriers et les patrons, par exemple, vous voyez. Alors à ce moment-là, c'est du droit privé, mais c'est plus le droit commutatif, c'est le droit distributif, vous voyez, et le droit légal. Bon, il faut bien préciser de quoi on parle. En fait, ces trois éléments se regroupent avec ceux-là. Donc ça, c'est multiplié, oui. C'est multiplié. Et puis ensuite, troisième manière de distinguer le droit, troisième manière de distinguer le droit, c'est du point de vue de la cause. Du point de vue de la cause. Du point de vue de la cause, et donc ce droit va se regrouper avec les trois autres, donc ça fait des divisions qui sont très complexes. Du point de vue de la cause, on distingue trois sortes de droits. Le droit naturel, le droit des gens, jus gentium, et le droit positif. Alors, de quoi s'agit-il ? Le droit naturel, c'est ce qui est droit de par la nature elle-même, de par la nature des choses, de par la nature elle-même, la nature humaine. La nature humaine in genere. Donc, c'est toujours référé à la communauté, mais ça ne provient pas des structures particulières de cette communauté, ça provient de la nature humaine. Par exemple, vous voyez. Alors ça rentrerait plutôt dans le droit familial, vous voyez. Dans le droit familial naturel, effectivement, l'absence de polygamie, par exemple, vous voyez. Droit naturel familial. Le jus gentium, ou encore le droit des gens, ce sont les conclusions communes du droit naturel. Conclusions communes du droit naturel. C'est des conclusions qui sont vraies la plupart du temps. Mais nous sommes dans le domaine politique, dans le domaine pratique. Donc il faut appliquer selon les circonstances. Eh bien, ce qui est juste la plupart du temps, c'est cela qu'on appelle le jus gentium. Si vous avez des conclusions, bon, par exemple, polygamie, bon, ça c'est universel. Bon, la propriété privée, est-ce que ça découle strictement de la nature humaine, purement et simplement? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais par contre, c'est bon la plupart du temps. On dira que c'est le droit des gens. On appelle ça le droit des gens. C'est les conclusions communes. C'est ce qui est juste dans la plupart des sociétés. Bien il peut y avoir des cas où ça ne va pas. Vous voyez, par exemple, ce qui est de droit naturel, purement et simplement droit naturel, il n'y a pas d'exception, on ne va pas dire « Ah, mais dans ce cas particulier, ça peut être valable ». Tandis que dans le droit des gens, ça peut admettre des exceptions. Ça peut admettre des exceptions, oui. Qu'est-ce qu'on peut, comme exemple, le droit des gens, il me semble, alors je fais peut-être une bêtise en le disant, mais il me semble que la propriété privée rentrerait là-dedans, vous voyez. Dire que la propriété privée de droit naturel purement et simplement, strictement, c'est pas, je pense que c'est pas juste, vous voyez, c'est pas dans... Oui. Pas voler, c'est la loi naturelle. Oui, mais étant présupposé qu'il y a propriété privée, d'accord. Hein, mais s'il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de vol à ce moment-là. En ce sens-là, au sens usuel en tout cas. Voyez. Bon. Oui, l'existence de la famille, par exemple, ça c'est du droit naturel.
Bon, le divorce, par exemple, c'est contraire au droit naturel, vous voyez. Bon. Tandis que le jus gentium peut admettre des exceptions. Il peut y avoir des cas où la propriété privée n'est pas convenable, du moins pour certaines choses en tout cas. Et puis enfin, le jus positivum, eh bien, c'est ce qui est décrété par la cité, c'est ce qui est particulier par la cité, ou particulier à telle et telle société. Bon, droit positif, par exemple, bon, ben, vous avez le droit de sortir le mercredi en mangeant avant. Bon, ben, ça c'est une loi. Bon, ben, elle peut changer. Un droit positif. Oui. Bon, tout ce qui est, la plupart des lois, bon, c'est une loi de domaine positif. Oui. C'est tous les décrets, toutes les choses qui. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout, évidemment. Prenez le cas de l'avortement. Ben, c'est de droit naturel. Bon, c'est injuste, de droit naturel. Aujourd'hui, c'est permis par le droit positif. Vous voyez alors le rapport entre ces choses-là, on en parlera. Hein. Mais vous voyez que le droit naturel est principe du droit des gens qui est principe du droit positif. À partir du moment où un droit positif n'est pas conforme au droit naturel, c'est pas un droit, bien sûr. Vous voyez, il est important de faire ces distinctions.